Dans mon parcours, j'ai commencé à être institutrice. Ensuite, j'ai fait beaucoup de recherches en pédagogie et en didactique des disciplines. Et je suis devenue danse-thérapeute, praticienne en gestion du stress et médiatrice en éducation thérapeutique du patient. Voilà, donc je ne suis pas aide-soignante. Mais dans mon métier, dans les métiers que j'ai eus, j'ai évidemment travaillé avec les aides-soignants. Et je suis ici parce que j'ai fait une recherche sur la vulnérabilité des soignants paramédicaux et plus précisément sur comment préserver sa vulnérabilité propre par rapport à celle des patients que l'on rencontre en tant que soignant et donc que vous allez rencontrer. Et voilà, donc en fait, j'ai réfléchi, j'ai travaillé, c'est une recherche qui m'a été commanditée, donc j'ai travaillé dans une institution, j'ai observé les soignants paramédicaux, j'ai fait beaucoup d'entretiens, et puis j'ai vu un petit peu quel type de vulnérabilité les soignants pouvaient rencontrer, sachant que je différencie bien fragilité, qui est intrinsèque à chacun, et vulnérabilité, qui est extrinsèque, c'est-à-dire qu'on est vulnérable à quelque chose. Et donc, c'est un petit peu ça que j'ai analysé, à quoi on pouvait être vulnérable, puisque quel que soit le corps de métier de soignant et dans le prendre soin, on est confronté à la souffrance psychologique, physique, émotionnelle, à la mort, à la maladie, à ces choses qui nous interrogent aussi sur nous-mêmes et sur notre rapport au métier que l'on exerce. Et donc, j'ai réfléchi un petit peu à ces vulnérabilités et à des outils plus ou moins aisés à mettre en place pour protéger votre vulnérabilité pour qu'elle ne soit pas exacerbée, amplifiée par celle des patients qui évidemment vous envoient en pleine face leur souffrance. Donc, comment faire pour être au mieux avec ça, le moins impacté possible, tout en restant dans l'empathie, c'est-à-dire dans la compréhension de l'autre, de ce que peut ressentir l'autre, sans pour autant se mettre à sa place. Donc, en essayant de ne pas mettre trop d'affect personnel, parce que c'est ça qui va mettre en déséquilibre. Et donc, j'ai réfléchi à des outils faciles à mettre en place pour qu'est-ce qu'on peut faire avant d'ouvrir une porte pour rencontrer un patient et rentrer dans la relation sans y aller comme ça en se mettant en danger, en fait. Parce que, on a aussi nos limites, ce qu'on peut supporter, ce qu'on ne peut pas supporter. Donc, c'est important de les connaître, de travailler un petit peu sur ce que j'appelle son cadre interne, c'est-à-dire pourquoi on est là, quelles sont nos valeurs, quelles sont nos croyances, quelles sont nos limites, quels sont nos points forts. Parce que souvent, on oublie de les mettre dans la checking list, les points forts sur lesquels on peut s'appuyer. C'est d'ailleurs pareil pour les patients. C'est aussi important de travailler avec eux leurs points forts et de leur apprendre à s'appuyer dessus. Ça, je le dis en tant que danse-thérapeute, parce que ça, je le fais beaucoup avec les patients. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire entre deux patients? Parce que vous enchaînez évidemment les patients. Donc, est-ce qu'on ne peut pas se prendre quelques secondes pour faire quelques exercices de respiration? C'est ce que moi, j'enseigne aussi en formation. Et parce que pour essayer de ne pas entrer dans la pièce du prochain patient avec ce qui s'est passé dans la pièce avec le patient précédent, ce qui vous fait que vous accumulez un petit peu toutes ces choses qui sont parfois difficiles à vivre. Et l'accumulation, c'est ce qui va rendre la journée difficile. Ce n'est pas forcément un patient. Mais qu'est-ce qu'on fait aussi avant d'entrer dans une pièce où il y a un patient qu'on connaît et qu'on appréhende? Parce qu'on a le droit d'appréhender un patient.
Il y a des patients avec lesquels on a plus de difficultés que d'autres. Donc, c'est important d'identifier pourquoi avec cette personne, on a plus de difficultés. Qu'est-ce qui nous renvoie? Qu'est-ce qui va alimenter dans notre parcours personnel et professionnel qui n'est pas confortable? Donc ça, vous pouvez travailler sur vous tout seul, en parler avec des collègues, en parler autour de vous pour un peu identifier le pourquoi et comment vous vous préparez à entrer dans cette pièce avec ce patient que vous appréhendez en ayant de façon anticipée désamorcer un petit peu cette appréhension et du coup rendre cette relation plus aisée et pour vous et pour lui. Parce que de toute façon, la façon dont vous allez rencontrer un patient va avoir un impact sur le patient et sur vous. Donc moi, mon travail, c'est de faire en sorte que vous ayez des outils. Alors, vous pouvez en avoir plein déjà, des outils, parce qu'il n'y a pas de protocole à suivre. Donc, c'est que vous ayez des outils pour rentrer dans la relation de façon constructive pour vous et pour le patient. Donc, sans vous mettre, vous, en déséquilibre, et donc, sans mettre le patient en déséquilibre aussi. Donc, c'est cette interaction, comme on disait, prendre soin, ça se fait à deux. C'est une co-construction. Donc, si vous n'êtes pas bien en rentrant dans la relation, ça va être compliqué pour le patient, qui va vous renvoyer des choses difficiles et vous allez en ressortir vraiment, vraiment difficilement, quoi. Ça va avoir un impact sur vous. Donc, c'est pas se protéger en se faisant une armure, parce que vous n'êtes pas dans le soin pour ça. Vous avez votre sensibilité, vous avez vos émotions, vous avez votre parcours de vie qui fait que si vous en avez conscience, vous êtes de bons soignants. Parce que c'est avec ça que vous allez aussi travailler. Sans pour autant partager vos histoires de vie avec les patients. Mais voilà, c'est ça qui vous construit, c'est ça qui fait votre structure, c'est ça qui fait votre empathie, c'est ça qui fait vos compétences, c'est ça qui fait que vous avez envie d'accéder à des compétences supplémentaires et à mieux être dans votre identité d'individu que vous êtes dans votre quotidien et à votre identité de soignant. Parce que l'un et l'autre, ce n'est pas les mêmes. Mais si on sait bien se repérer dans l'un et dans l'autre, alors on peut trouver des combinaisons qui font qu'on trouve qu'on est à sa place. Et quand on est soignant, être soignant, c'est ce sentiment d'être à sa place qui fait que voilà, on fait au mieux avec ce qu'on est. Et voilà, et c'est tout bénéfice pour vous et pour les patients. Merci beaucoup, Sophie. Et c'est intéressant parce que la notion d'être à sa place, c'est une question qu'on se pose un peu tout le temps. Dans une famille, par exemple, il y a une fratrie, est-ce que je suis à ma place? Dans les parents, les enfants, ainsi de suite. On cherche toujours à être à sa place. Il y a aussi un collectif professionnel. Il y a les collègues. Et là aussi, être à sa place. Et pareil, comment on peut être aussi en fragilité, on peut être aussi parfois même en souffrance, en difficulté, selon les équipes, selon aussi la qualité ou non de la personne qui manage. Tout ça joue beaucoup. On est dans l'être humain d'abord. Donc, c'est pas une science exacte. Et comment, là aussi, quand on ne se sent pas bien avec des collègues, c'est peut-être aussi parce que soi-même, on n'est peut-être pas bien, j'en sais rien. En tout cas, comment, là aussi, comment on peut essayer de trouver un peu sa place? Alors, il y a tout ce qui est discussion. Il faut discuter sur est-ce qu'on partage des valeurs? Est-ce qu'on partage des savoir-faire en commun? Et comment les uns peuvent enrichir les autres? Ça, pour moi, c'est le plus important. Et parfois, c'est une impasse. Donc, moi, dans ma carrière, j'en ai rencontré des impasses où on se dit, là, en fait, je ne me sens plus. C'est pas qu'on n'est plus à sa place, c'est qu'on ne se sent plus à sa place, ce qui est très différent. Et quand, pour ma part, je me suis dit plusieurs fois dans ma carrière, je ne suis plus à ma place parce que la structure, le fonctionnement ne correspondait plus à mes valeurs, par exemple, ou la façon de travailler,
ou la façon d'être considéré. Bon, moi, la solution que j'ai trouvée, c'était de changer de place et d'aller voir ailleurs si je me sentais mieux dans une autre équipe, avec d'autres types de patients, un petit peu comme a fait Fathia. Et parce qu'on n'a pas un parcours linéaire, hein. On n'est pas non plus en dents de scie, mais on fait un peu des circonvolutions. Alors là, c'est aussi un peu la danseuse qui a cette image-là, mais c'est vrai qu'on a un parcours un petit peu en boucle, et il ne faut pas avoir peur de ça. Et si ça nous mène ailleurs, où on va être dans une équipe qui partage les mêmes valeurs, alors il faut y aller. Merci beaucoup. Et puis, juste, vous aviez parlé, vous avez fait danse thérapeute, ainsi de suite, juste pour dire aussi qu'on peut être soignante, on peut être aide-soignante, et puis aussi apprendre des choses assez différentes. Et par exemple, autour des médecines complémentaires, des choses comme ça, et parfois ça apporte un plus à soi, parce qu'on développe ses formations, ses qualifications, mais ça apporte aussi un plus évidemment dans le soin, dans la manière de faire auprès des autres. Et par exemple, la danse-thérapie fait partie, comme les arts-thérapies de manière plus générale, fait partie de ces approches-là. Donc c'est intéressant aussi de se dire qu'il y a plusieurs manières aussi d'apprendre d'autres choses. Il y a plusieurs manières aussi d'attraper d'autres diplômes, aussi en fonction de ses propres goûts. Si on fait la danse-thérapie, c'est qu'a priori, on aime la danse. Sinon, c'est un peu bizarre quand même. Voilà. Mais on peut trouver complètement autre chose parce qu'on sait que tel ou tel travail peut faire du bien à soi et peut faire du bien aussi aux autres. Donc, je trouvais ça intéressant aussi que vous ayez fait ce parcours-là. Alors, il y a ça, mais il y a aussi des aides-soignants ou des infirmiers qui font ces formations-là de médecine un peu, d'accompagnement complémentaire. Parce que pour moi, la danse-thérapie, c'est un accompagnement, hein, comme la gestion du stress. Et qui, au sein de leur travail d'aide-soignant ou d'infirmière, parce que ça, j'en ai connu dans un service de psychiatrie, psychotraumatologie, dans lequel j'ai travaillé très longtemps, qui avaient fait ces formations et qui, sur leur temps de travail, donc, étaient extraits de leur activité d'aide-soignant ou d'infirmier pour proposer aux patients une autre activité thérapeutique. Et donc, ça donnait un champ de possibles hyper important pour ces personnes-là.